Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du VDI, le Women's Declaration, droits des femmes fondés sur le sexe. Le VDI, c'est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe que vous pouvez lire et signer sur notre site, qui sera indiqué dans le chat. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Parce que ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation, le VDI, est mondiale. Elle est présente dans 33 pays du monde, car les femmes sont vraiment motivées à défendre leurs droits. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe, tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU et entrée en vigueur en 1981. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 du monde. Notre Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de 9 articles, parmi lesquels l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant en s'appuyant sur la Convention internationale des droits de l'enfant qu'on appelle CIDE et qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU en 1989. L'enfant y est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. L'article 3 de la CIDE affirme que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Et les États s'engagent à lui assurer la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Le fonctionnement des institutions, des services et des établissements qui ont la charge des enfants et qui assurent leur protection doit être conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé. L'article 5 de la CIDE engage les États à respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents de donner à l'enfant d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la Convention. L'article 24 de la CIDE affirme le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. Voilà pour ce qui est de la CIDE. Et notre Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe affirme que les États devraient reconnaître que des interventions médicales visant à réassigner le genre des enfants par des bloqueurs de puberté, des hormones sexuelles et la chirurgie ne servent pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. Car les enfants, du fait de leur développement, ne sont pas aptes à donner un consentement libre et éclairé à de telles interventions médicales qui devraient être interdites par les États car elles peuvent induire des conséquences graves. Notre déclaration s'appuie aussi sur 2 textes de l'ONU adoptés conjointement en 2019. Il s'agit de la recommandation générale numéro 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et de l'observation générale numéro 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables. Ce texte détermine les pratiques préjudiciables comme étant des pratiques et des comportements persistants enracinés dans la discrimination fondée entre autres sur le sexe, le genre et l'âge, qui s'accompagnent souvent de violences et causent un préjudice ou des souffrances physiques ou psychosociales, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance et l'exercice des droits et des libertés fondamentales des droits et des enfants. Ces pratiques constituent une discrimination à l'égard des femmes ou des enfants, c'est l'ONU qui parle. Ce sont des pratiques traditionnelles, nouvelles ou récemment apparues, et qui sont prescrites ou maintenues en place par des normes sociales perpétuant la domination masculine et le statut inégalitaire des femmes et des enfants. Elles sont imposées que la victime donne ou non son consentement plein, libre et éclairé, ou qu'elle soit ou non en mesure de le donner. Voilà pour ce qui est du texte de l'ONU. Et notre déclaration rappelle que l'article 29 de la CIDE considère que l'éducation de l'enfant doit viser à le préparer à une vie responsable au sein d'une société libre et dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance et d'égalité des sexes. Nous affirmons que cela devrait inclure la mise en place de mesures veillant à empêcher le financement public d'organisations qui promeuvent les stéréotypes sexuels et le concept d'identité de genre en milieu scolaire. Alors aujourd'hui, nous allons entendre des parents. Nous commencerons par écouter leurs témoignages et puis nous verrons que ces parents s'organisent pour défendre les droits de leurs enfants, notamment au travers de 2 associations, Hippomonie et AMQG. Je vais maintenant passer la parole à Nadine, qui est membre de AMQG en Suisse et qui est maman d'une jeune fille qui est en transition sociale. À toi, Nadine. Bonjour, donc je suis la maman d'une fille
et qui, en février 2020, elle avait alors 16 ans, m'a annoncé subitement ne pas être une fille, mais un garçon. Ça a été une surprise totale pour moi. Il n'y avait pas eu de signe avant-coureur et puis donc c'était assez extraordinaire. Voilà. Je ne suis pas une fille, je suis un garçon et je l'ai toujours été. C'était vraiment, en fait, de but en blanc en février 2020. C'était une enfant qui est fragilisée et qui était beaucoup en retrait. Donc, voilà. Donc, elle ne se sentait pas très bien. Elle a été d'accord pour commencer une psychothérapie. Et donc, 6 mois plus tard, en septembre, elle a changé d'école et elle a rencontré un médiateur scolaire qui l'a guidée pour faire un coming out à l'école. On m'a demandé si j'autorisais donc ma fille à dire qu'elle était un garçon, à se faire appeler par un autre prénom. Je l'ai autorisé. Je pense que c'était aussi bien pour elle qu'elle fasse cette expérience finalement, et peut-être voir par elle-même que ça ne lui suffirait pas forcément à être plus heureuse. Enfin, voilà un peu moi l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et puis, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque finalement, elle a continué à faire des demandes de plus en plus fortes. Elle souhaitait prendre des hormones. Moi, j'ai refusé. Je pense qu'elle pourra prendre ce genre de décision quand elle aura 18 ans. Il n'était pas question pour moi de dire oui à quelque chose qui pourrait être irréversible. Et donc, après mon refus de la laisser prendre des hormones ou autre, elle est allée se plaindre de moi donc à ce médiateur. Le médiateur a fait un rapport au proviseur de l'école et le proviseur a envoyé une lettre à un juge de paix. J'ai été convoquée par un juge de paix au mois de juin. Et je vais vous lire une partie de la décision prise par ce juge de paix. Le juge de paix donc déclare, entre guillemets, X s'identifie comme un garçon trans. Selon lui, sa mère minimise, voire nie ce sentiment profond qu'il a d'appartenir au genre masculin, ce qui provoque chez lui un fort mal-être. Cette situation empêche la mise en place d'un suivi qui répondrait aux besoins formulés. Traitement hormonal, binder. La décision donc du juge se réfère à monsieur pour mon fils. En fait, donc, il a fallu que je me justifie, que j'essaye d'expliquer ce que j'avais autorisé et puis là où je m'arrêtais. Et ce que j'avais déjà fait pour ma fille, je l'autorisais à s'habiller comme elle le souhaitait, mais que je ne pouvais pas aller prendre des décisions qui lui appartenaient, des décisions qui avaient des conséquences irréversibles. Ma fille a été placée en foyer en fait le soir même. J'ai appris en fait ce jour, quand j'étais au tribunal, qu'il y avait déjà une curatelle qui avait été mise en place et un foyer avait déjà été trouvé et puis tout pour elle. Et donc tout ce que j'ai pu essayer de faire, n'a pas servi à grand chose. Donc ma fille a été placée en foyer le soir même de son entrevue avec le juge de paix. Et il a demandé au juge de mettre en place une curatelle et que la curatelle puisse mettre en place un suivi psychologique adéquat afin de soutenir l'adolescent dans le cadre de sa transition. Ma fille a été donc placée pendant 3 mois dans un foyer. Le juge n'a pas demandé l'avis de la personne avec qui je vivais, il n'a pas demandé l'avis non plus de sa pédopsychiatre. Les frais de placement étaient à ma charge et j'ai fait un recours contre ce jugement. J'ai eu pour plus de 10 000 francs de frais de justice que j'ai dû payer. J'ai dû aussi payer les 3 mois de frais de placement. La curatelle a estimé que le suivi pédopsychiatrique était adéquat
et adapté à la situation de l'enfant. La recommandation donc, du recours donc, du tribunal cantonal, c'était que la durée du placement n'excède pas 3 mois. Et je souhaitais que ma fille revienne à la maison et ma fille a également souhaité revenir à la maison, donc vivre chez nous après ces 3 mois. Je peux vous lire une partie du recours de la réponse du tribunal cantonal qui parle de ces problèmes de suivi adéquat. Alors, donc concernant ensuite le suivi dit adéquat dans la mise en place, dont la mise en place est requise par la justice de paix, ou était requise par la justice de paix, le tribunal cantonal reconnaît un manque de précision sur ce point, le sens exact à y donner étant sujet à interprétation. Or, l'autorité de recours souligne que ce manque de précision ne saurait servir l'intérêt de votre enfant. Ceci étant précisé, le tribunal cantonal estime néanmoins qu'un suivi spécifique à la transidentité doit être mis en place dans l'intérêt de votre fille. Donc là, il parle de ma fille, alors que le juge de paix parlait de mon garçon. C'était déjà mieux. Donc, dans l'intérêt de votre fille, vu les circonstances concrètes, je ne sais pas très bien quoi ils auraient fait, enfin, vu son souhait, je pense que c'est ça qui est dit. En revanche, nous suivons sur la nécessité de prendre son temps, notamment au regard des effets irréversibles de certaines démarches. Le tribunal cantonal décide que le suivi adéquat ainsi être mis en place dans le domaine de la transidentité doit être exclusivement psychologique en l'état. Il précise que ce cadre que tout autre ou plus ample suivi, notamment en lien avec la transidentité, devra, si nécessaire, faire l'objet d'un nouvel examen et donc d'une nouvelle décision. S'agissant plus particulièrement du suivi psychologique actuel, l'autorité de recours donne mission à la curatrice en place d'évaluer s'il est nécessaire et adéquat de le maintenir tel quel, de l'adapter. Et comme je vous l'ai dit, il était, bien sûr, ce suivi était adéquat et adapté. Voilà mon témoignage et je pourrais répondre à vos questions à la fin du webinaire s'il y a des questions. Bonne soirée, merci. Merci à toi. Je vais maintenant vous lire le témoignage d'une maman d'une adolescente de 14 ans qui nous a été envoyé. C a toujours été une petite fille princesse, attirée par l'univers féminin. Une petite blonde aux yeux gris, enfant très mignonne, gentille, mais timide et un peu anxieuse à l'école. Nous sommes une famille unie, sans problème, de classe moyenne. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien, ils ont reçu beaucoup d'amour, et nous sommes des parents présents. Nous ne sommes pas de nature anxieuse ni introvertie. En primaire, C participe peu à l'oral, reste souvent en retrait. La maîtresse de CM1 se moque de son air rêveur, ouvertement et devant les autres. Certaines filles de sa classe en profitent également pour la rabaisser. C a souvent des maux de ventre cette année et des crises d'eczéma, avec le recul certainement lié au stress. En CM2, changement de classe. C est moins anxieuse, se sent bien et ses résultats scolaires sont bons. Sa rentrée dans un collège privé a été difficile. Pression sur les notes, moquerie des autres, harcèlement moral qui se poursuit sur le groupe WhatsApp de sa classe. Petit à petit, elle perd confiance en elle et développe des troubles comme la phobie scolaire et sociale. Le regard des autres est très important pour elle, impression que les autres la trouvent bizarre. Dans son collège, la communauté LGBT est bien représentée, dont un garçon trans plutôt extravagant. C s'interroge en 5e sur sa sexualité, elle qui était amoureuse de garçons auparavant. Elle se pose des questions et tombe amoureuse d'une fille. Le confinement arrive et C passe son temps sur les réseaux et discute avec une fille qui se dit trans. Elle change en termes de caractère, parle de genre, de non-binarité, de LGBT, avec des phrases toutes prêtes. Pas de discussion possible avec elle sur ces sujets. Elle se renferme de plus en plus. Après le confinement, retour au collège. Elle est au plus mal. Je demande rendez-vous avec la CPE pour alerter le collège. Rien n'est mis en place pour aider mon enfant. Sa rentrée est impossible en 4e.
La phobie scolaire l'emporte, elle se scarifie. Puis, elle fait subitement son coming out trans à l'école, sans même nous prévenir. Ses copines la prénomment Il. Et elle utilise un prénom improbable sortant tout droit des réseaux sociaux ou de l'univers manga. Je tente des suivis psy au CMPP, mais son état s'aggrave. Je la fais suivre en libéral avec la mise en place d'antidépresseurs. Elle va mieux et ne me parle plus de dysphorie. Elle intègre un nouveau collège, nous pensions qu'elle allait mieux. Mais elle est très douée pour faire semblant. Janvier 2022, appel du collège pour une tentative de suicide au Xanax dans l'enceinte du collège. Ses copines étaient au courant, mais n'ont rien dit. Là, elle m'annonce, d'une façon très théâtralisée, que je ne l'accepte pas en tant que trans. Je ne comprends pas. Je lui avais posé plusieurs fois la question et elle m'avait répondu que c'était de l'histoire ancienne et que cela la mettait mal à l'aise d'en parler. Elle avait même commandé, pour Noël, des jupes, des collants, des bijoux. Son attitude n'est pas masculine. Au collège, les profs étaient au courant, mais personne ne nous a prévenus. Puis, en échangeant avec elle, je comprends qu'il y a comme un endoctrinement, impression de discuter avec une page Wikipédia, qu'il faut tout déconstruire, genre et sexe, que je ne suis qu'une cisgenre sans problème et que je ne peux pas comprendre. Impossible de discuter davantage. Une jupe n'a pas de genre, c'est la société qui l'a attribuée aux femmes. On peut être un homme et porter une jupe. Entre identité du genre, construction sociale, sexe biologique, sexualité, tout est à déconstruire. Nous avons donc vécu dans l'erreur et l'ignorance pendant tout ce temps. Je suis donc perplexe face à tout ceci, et je suis consciente que mon enfant est fragile psychologiquement et donc très influençable. Elle refuse son corps comme s'il était fautif de son mal-être. Après un rendez-vous avec son psychiatre, ce dernier nous parle très rapidement, premier rendez-vous sans creuser, et d'un air détaché de prise d'hormones à 16 ans avec consentement des parents. Il lui donne raison quelque part et n'essaie pas de comprendre ses traumatismes, ni de la raisonner. Étant de nature cartésienne, je me dis que le bon sens serait plutôt d'essayer de comprendre, de trouver la source du traumatisme. Dans le cas de ma fille, il est certainement lié à son harcèlement et son manque de confiance en elle. Il faudrait peut-être déjà panser ses plaies au lieu d'en rajouter de supplémentaires. Les dégâts peuvent être irréversibles. Elle n'a que 14 ans. C'est un âge où l'on est en construction. Pourquoi lui parler d'hormones très rapidement? Pourquoi ne pas proposer une thérapie plus approfondie? Bref, je prends le risque de ne pas la genrer au masculin. Par contre, je sais qu'elle est en mal-être et je me bats pour l'aider. Je suis donc seule à trouver les thérapeutes, à chercher les solutions. Elle prendra sa décision quand elle sera majeure. Je ne veux pas qu'elle fasse fausse route vers une quête erronée du bonheur. Je suis là pour la protéger, c'est mon rôle. Lorsque je lui ai demandé ce qui pourrait la rendre heureuse dans la vie, elle m'a répondu spontanément, être appréciée par les autres. Je ne suis pas psychologue, mais peut-être qu'il faudrait creuser ceci au lieu de proposer des hormones. En regardant ses abonnés TikTok, je me rends compte de la souffrance des ados actuellement. Énormément de filles qui se disent trans. Ma fille n'est donc pas un cas isolé. D'ailleurs, dans son collège, on constate de plus en plus de coming out trans de filles. Il y a donc un phénomène de contagion entre elles. J'espère que ce témoignage permettra aux autorités médicales et politiques de se rendre compte de la situation actuelle. Une idéologie basée sur le genre peut être nocive sur nos enfants. Au lieu de lutter contre les stéréotypes du genre pour que la femme puisse être traitée à l'égal de l'homme, ils ont inventé d'autres stéréotypes qui rabaissent une nouvelle fois l'image de la femme. Merci. Bien, merci à cette maman pour son témoignage. Je vais maintenant passer la parole à Belladone pour qu'elle puisse lire un deuxième témoignage qui nous a été envoyé. Belladone, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, on t'entend. On t'écoute. Donc, je lis le témoignage. Je suis une heureuse mère de 3 filles, sans avoir jamais désiré que l'un de mes enfants soit d'un sexe particulier. Avec leur père, lui-même fils unique de fils unique, nous n'avions pas voulu savoir le sexe à l'avance, et mon mari s'est toujours beaucoup investi auprès de chacune de nos 3 filles. À chaque grossesse, mon beau-père espérait avoir un petit-fils, et nos filles le savent. C'est la cadette qui a 17 ans, qui est dysphorique de genre.
Elle a toujours été perfectionniste, hypersensible, mais très féminine pendant toute son enfance. Au collège, ça a commencé à être compliqué, mais elle n'a pas voulu être suivie psychologiquement. Je lui ai quand même fait faire un test WISC en 4e. Donc c'est sur le quotient intellectuel. Elle a un résultat proche du haut potentiel intellectuel, mais pas très homogène. Elle a commencé à se sentir mal en 3e en 2020, surtout pendant le premier confinement, juste au moment du décès de mon beau-père, où elle s'est coupé les cheveux elle-même. Je me suis retrouvée seule à la maison, à devoir tout gérer, boulot à temps complet, à distance, enseignante et femme de ménage tout à la fois, pendant un mois, très dure phase pour moi et pour mes filles. J'ai retrouvé après coup dans l'agenda de ma cadette des dessins et des textes suicidaires datant probablement de cette période. Elle m'a aussi raconté a posteriori qu'elle avait passé beaucoup de temps sur Internet pendant le confinement. Je suppose que c'est à ce moment qu'elle a cherché à comprendre son mal-être sur les réseaux sociaux et qu'elle a commencé à se scarifier en cachette. D'ailleurs, elle a avoué avoir pensé perdre du poids, alors qu'elle a un poids tout à fait normal, mais des amis lui ont déconseillé l'anorexie. C'est à sa rentrée en seconde en septembre 2020 que nous avons pris conscience de la gravité du problème. L'infirmerie du lycée nous a appelés pour qu'on l'emmène à l'hôpital parce qu'elle s'était scarifiée en classe. Après une hospitalisation d'1 semaine et une discussion avec la pédopsychiatre de l'hôpital, elle est rentrée à la maison et je me suis démenée afin de lui trouver une psychologue et une sophrologue pour un suivi immédiat. Et nous avons tous été aussi en thérapie familiale. En octobre, elle s'est de nouveau scarifiée en classe alors que sa sœur aînée était partie faire ses études ailleurs. Elle a de nouveau été hospitalisée, puis mise sous antidépresseurs par la pédopsychiatre de l'hôpital qui confirmait une dépression. Un soir, fin mai 2021, après une consultation avec la pédopsychiatre, ma fille annonce au dîner qu'elle est un garçon, veut être genrée au masculin et appelée par un autre prénom. Elle a aussi commencé à porter un binder, une bande de compression pour les seins, offert par une camarade du lycée, car son père et moi étions contre l'achat de cet instrument de torture. En juillet 2021, à sa demande, elle a changé de psychologue pour passer d'une approche classique à une thérapie cognitive et comportementale liée à l'EMDR, car nous pensions que la cause du rejet du corps pourrait se trouver dans un traumatisme. À la rentrée scolaire 2021, j'ai lu l'article du Figaro où Camille était interviewée et par plusieurs intermédiaires, j'ai trouvé son article avec son adresse générique. Ainsi, je l'ai contactée le 7 décembre 2021, date depuis laquelle je fais partie du collectif Hypomonie pour une approche éthique des questions de genre. Je venais d'apprendre que ma fille avait le syndrome d'Asperger, d'après le diagnostic du centre de ressources autisme de mon département. Sa pédopsychiatre, avec qui elle avait parlé d'hormonothérapie et de mastectomie, a arrêté les antidépresseurs dans la foulée. Il faut continuer un suivi psychologique, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver un psychologue traitant la dysphorie de genre comme symptôme du syndrome d'Asperger. Donc, elle continue les séances avec sa psy en thérapie cognitive et comportementale. On a gardé le secret de cette transidentité dans mon entourage, à part mes parents et ma sœur, car ma fille ne veut pas qu'on la communique. Au lycée, en première, ma fille a tout de même signé quelques copies avec un autre prénom. Son père et moi avons donc passé le message auprès du proviseur et des professeurs que nous étions opposés à l'utilisation d'un autre prénom et d'un autre genre par les adultes de l'établissement, mais c'est très compliqué de savoir s'ils s'y tiennent. Nous savons qu'un certain nombre de camarades l'appellent avec le prénom masculin et la genre en tant que garçon. Certes, elle a les cheveux courts et colorés et porte souvent des vêtements masculins. Pourtant, elle continue de porter des bijoux, des jupes, du vernis à ongles, du maquillage. D'ailleurs, elle dit elle-même qu'elle n'est pas une fille masculine, mais qu'elle ressent au fond d'elle-même un petit garçon triste avec d'autres figures correspondant ensemble à sa personne. Comme elle avait des douleurs dorsales, nous avons réussi avec son médecin traitant à faire en sorte qu'elle ne porte plus son binder depuis quelques semaines, mais le podologue a diagnostiqué une démarche typique de l'anxieux. Ma fille rejette toujours sa poitrine, pourtant peu volumineuse, qu'elle cache sous des vêtements amples
Dès le collège, elle parlait beaucoup des LGBTQ, concept découvert là-bas, des différentes sexualités, alors qu'elle n'avait pas encore de relations sexuelles. C'est au lycée qu'elle s'est déclarée non-binaire et asexuelle. Elle trouve la sexualité dégoûtante, n'aime pas voir des personnes qui s'embrassent sur la bouche. Elle ne veut pas non plus qu'on l'embrasse sur la joue, qu'on la touche sans son accord. Elle a très peu d'amis garçons, quelques amis filles et fréquente dans son lycée d'autres élèves Asperger, dont au moins une semble aussi être trans. Clairement, notre fille a beaucoup de mal à grandir, à s'accepter elle-même comme femme en devenir. Elle est neuroatypique. Elle dit ne pas vouloir devenir vieille. Je pense que la maladie et la mort de son grand-père l'ont profondément affectée. Sa construction d'identité est compliquée dans un monde qu'elle perçoit difficile et dangereux pour les femmes. Petite et menue, elle a peur des agressions. Elle m'a ainsi raconté qu'il fallait faire attention pendant des soirées où elle ne va pas, à ne pas perdre de vue son verre pour ne pas être droguée à son insu. Elle est sensible aux stéréotypes de genre et aux inégalités et aux violences faites aux femmes. Je pense qu'elle a trouvé dans le fait de proclamer être un garçon une solution à ses angoisses. J'essaie de lui montrer avec mon propre exemple qu'on peut être une femme petite, mais qu'on peut apprendre à se défendre, à se former pour réaliser une carrière épanouissante parmi beaucoup d'hommes tout en étant mère. Elle-même dit ne pas vouloir avoir d'enfants qui sont trop bruyants à cause de son hypersensibilité au bruit, je suppose. Je lui dis que j'accepte ce choix de non-maternité, de même que son orientation sexuelle, mais je refuse une transition qui ne résout pas, pour moi, la source de son problème, car on ne peut devenir un garçon quand on est une fille, c'est une chimère. Les témoignages de détransition sont pour moi assez probants, mais ma fille n'arrive pas à les entendre. Il faut juste arriver à s'accepter tel qu'on est. Il y a 1001 façons d'être une fille et 1001 façons d'être un garçon. En tant que mère, les scarifications, le désir de mastectomie sont très durs à gérer, alors que j'ai longuement allaité chacun de mes bébés. J'ai beaucoup pleuré car je ne veux pas qu'on fasse du mal au corps de mon enfant. Ce n'est pas mon corps, mais je suis là pour protéger mon enfant depuis la grossesse. Je ne peux accepter un traitement médical mutilant le corps sain de ma fille. J'ai longtemps culpabilisé de ne pas avoir réussi à faire en sorte que ma fille se sente bien dans son corps, dans sa tête, dans sa fratrie, dans la vie en général. Heureusement, le diagnostic de trouble du spectre autistique, TSA, dont fait partie le syndrome d'Asperger, m'a permis de prendre un peu de recul. Le fait de constater que les autres enfants dysphoriques des parents du collectif Hypomonie ont tous une particularité psychologique ou dans leur histoire m'aide à me sentir moins seule et moins coupable. Merci Hypomonie. Merci Belladone pour cette lecture et merci aussi à cette maman de nous avoir transmis ce témoignage. Je vais vous lire un troisième témoignage qui nous a été envoyé. Notre fille, nous dirons Charlotte, est anxieuse et gère mal ses émotions depuis sa plus tendre enfance. Avant le confinement, cela a pris des proportions importantes avec des épisodes violents et la consultation d'un pédopsychiatre qui a noté ses difficultés d'empathie. Elle comprenait avoir fait du mal, comprenait que ça n'était pas bien, mais le psychiatre n'était pas sûr qu'elle le ressente vraiment. Sur sa suggestion, nous avons demandé une mesure éducative. Au bout de quelques mois de suivi éducatif, notre fille a déclaré, au printemps 2021, souhaiter entamer une transition et vouloir être prise pour un garçon. Quelques semaines après, elle a demandé à prendre de la testostérone et a entamé un suivi psychiatrique pour gagner du temps, pour faire une mastectomie dès ses 18 ans. L'été précédent, elle passait ses journées et ses soirées à la plage en tenue sexy avec sa cousine pour draguer. Nous avons joué la montre tout l'été, le temps de nous renseigner, de savoir quoi penser de tout cela, à qui l'adresser, etc. Une amie médecin nous a expliqué avoir renoncé à suivre des hormonothérapies faute de recherche médicale sur le sujet. Je me suis renseignée. J'ai découvert divers groupes comme AMQG en Suisse,
La petite sirène en France, Jane Specht en Amérique du Nord. J'ai lu et encore lu. J'ai fini par synthétiser mes lectures ici, alors on va vous envoyer le lien. À la rentrée, c'est sur le site de Les Ruminantes. À la rentrée, j'ai trouvé une psychiatre acceptant de suivre notre fille. Puis, elle s'est apaisée et mois après mois, commence à trouver des embryons de solutions pour gérer certaines de ses vraies difficultés. Anxiété face à la scolarité, impossibilité d'entrer dans la sexualité. Elle a frôlé la déscolarisation et suit une partie de ses cours au CNED avec grande difficulté. Elle n'a plus d'amis en ce moment, alors qu'elle était très sociable. Ne parle pas d'identité de genre, ne demande pas à être genrée au masculin, s'habille avec les habits de son père. Nous espérons que le suivi psychiatrique l'aidera à trouver son chemin sans mutiler son corps. Nous ne parlons pas de cela avec elle. Après quelques mois très difficiles, très anxiogènes pour les parents, et sans en parler autour de nous, nous parvenons à nouveau à avoir une vie de famille raisonnable. Elle a 2 petites sœurs. La plus âgée des 2 est au courant et ne comprend pas bien les enjeux. La plus jeune est loin de tout cela. Nous espérons que cette idéologie folle se dissipera avant sa majorité. En attendant, nous essayons de proposer des activités familiales enthousiasmantes, comme les voyages, pour sortir de tout cela par le haut. Voilà, merci encore pour ce témoignage. Je vais maintenant donner la parole à Camille. Camille est une militante lesbienne radicale, cofondatrice de Rebelles du genre et membre du VDI France et de Hippomonie. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu prendre la parole aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire? En fait, ça fait. Moi, je suis concernée parce que j'ai une petite sœur qui prend de la testo depuis je sais pas, environ 5 ans maintenant. Et quand j'ai appris ça, je l'ai appris par hasard en fait. Je l'ai appris en cherchant à la contacter sur Facebook pour lui envoyer un message parce qu'à l'époque, on n'était plus très proches. Et je suis tombée sur son profil Facebook et là, j'ai vu qu'en fait, elle avait de la pilosité, enfin, elle avait de la barbe en fait. C'est comme ça que j'ai compris qu'elle prenait de la testo parce que pour être militante radicale, j'ai des informations, j'ai des connaissances sur les hormonothérapies. Ça a été assez un choc parce qu'elle ne me l'a pas dit en fait et d'un autre côté, je m'en doutais un peu. Ça faisait un moment qu'elle parlait d'être je sais plus si c'était non-binaire ou à genre quand elle avait quoi, 18-19 ans. Et je me suis sentie super seule parce que ça date il y a plus de 5-6 ans maintenant. Et à l'époque, il n'y avait personne qui en parlait, surtout en France, dans le milieu francophone, il n'y avait pas de groupe de soutien. Et certainement pas pour les sœurs aînées et les frères aînés. Il n'y avait rien de tout ça. Même dans mon milieu féministe et lesbien radical, il n'y avait personne dans mon cas et je me suis sentie très très seule. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir cofondé Rebelles du genre avec mes camarades afin qu'on puisse donner la parole à des femmes qui puissent être dans notre cas. Et je me suis dit que témoigner à visage découvert, de toute façon, moi je suis une radicale assumée, donc j'ai pas de raison de me cacher déjà. Et en fait, je pense que c'est important d'oser en parler, tout simplement. Et quelles sont tes inquiétudes par rapport à la transition de ta sœur? Je pense qu'en fait, dans sa transition, il y a un manque total d'approche par rapport au traumatisme, au mécanisme de psychotraumatisme, parce que c'est évident qu'elle en a, je le sais. On vient toutes les deux d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, misogyne, il y a eu beaucoup de violence, il y avait de l'incestualité, il y a des soupçons d'inceste aussi. Du coup, et puis quand j'avais à peu près son âge, il y a très très longtemps de ça, j'ai eu aussi, qu'est-ce qu'on appelle ça, du coup, un trouble d'identité, en fait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une dysphorie de genre. Moi, j'ai eu de la chance parce que c'était il y a très longtemps, dans un milieu où les transactivistes, ils n'y étaient pas.
Donc, à quelques années près, j'aurais pu aussi être entraînée là-dedans, finalement. Et quand elle a commencé à parler de binder et de vouloir porter un binder, j'ai fait des recherches sur Internet parce que je savais que c'était pas bon, mais j'avais pas, par exemple, tout le data, j'avais pas toutes les informations précises à les donner. Et quand j'ai fait des recherches, ça a été effroyable parce que là, j'ai vu des photos de ce que ça pouvait faire, que ça pouvait provoquer, ça pouvait endommager les côtes. Enfin, en fait, il faut penser au binder comme un corset, finalement. C'est exactement la même chose. Ça blesse, tout simplement. Et il y a aussi la testo, évidemment. Je l'ai revue depuis qu'elle prend ce traitement. Et oui, il y a des effets secondaires et je les vois. Et il y a des effets secondaires dont on a parlé ensemble, que je veux pas en parler ici parce que ça la concerne elle, c'est sa santé, c'est pas la mienne. Mais effectivement, il y a des effets secondaires qui sont visibles, au-delà de la voix grave, évidemment. Hein, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir que ma sœur, elle va avoir 26 ans et elle a plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires qu'un homme en a déjà par rapport à sa testo naturelle, parce que la sienne, elle est exogène, en fait. Elle n'est pas... c'est pas une testo qui est naturelle chez elle, c'est une testo synthèse. Et ça la met encore plus au risque d'avoir des maladies qui d'habitude sont plutôt masculines. Donc ouais, ça me fait peur de me dire que ça pourrait la tuer. Et au niveau de votre relation, comment se passe votre relation entre toi qui es lesbienne radicale et une sœur transidentifiée? Ça n'a pas été simple. En fait, il y a un moment où elle m'a demandé, alors c'était en 2018, ça devait être en septembre, octobre 2018, elle m'a demandé si je voulais bien signer un papier où je déclarais que je la connaissais comme un garçon depuis plusieurs années, donc comme un garçon puis un jeune homme. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit que je voulais pas mentir, que si je signais ce papier, ça serait mentir. Et je voulais pas, même si je l'aimais énormément, et même, c'était même ce n'était pas, pardon, une question de lui faire plaisir ou non. C'est juste que pour moi, c'était vraiment une très mauvaise idée, c'était mal en fait. Je me voyais pas faire ça, et elle l'a très mal pris, évidemment. Euh, elle s'est confiée sur son Twitter, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'impact d'Internet, des influences des réseaux sociaux dans la communauté, surtout des femmes qui s'identifient en tant qu'hommes. Il y a beaucoup d'Internet, beaucoup d'addiction aux réseaux sociaux. Et elle s'est confiée sur son Twitter, et en gros, elle m'a outé comme TERF, quoi. Et ça n'a pas été facile, et moi, ça m'a un peu foutu en rôle. Je lui ai dit, écoute, t'abuses quand même, tu mets sur Internet, fais pas ça. Enfin, franchement, tu sais pas qu'est-ce que ça peut provoquer. Et en fait, elle m'a bloqué, elle m'a dit, non, je veux plus que tu me contactes, laisse-moi tranquille. Ce que j'ai fait, je lui ai foutu la paix. Ça m'a vraiment brisé le cœur, en fait. Ça a été vraiment l'un des plus gros chagrins d'amour, entre guillemets, que j'ai pu ressentir dans ma vie, parce que c'était ma première petite sœur. Et j'avais l'impression de la perdre pour toujours, parce qu'elle voulait plus me parler, elle voulait plus rien savoir de moi. Tous ses potes sur Twitter lui disaient que j'étais qu'une grosse terf et que voilà, il fallait plus me parler. C'était assez compliqué. Et je crois que c'était à peu près 1 an et demi plus tard où elle m'a envoyé un SMS un beau matin, je ne sais pas trop d'où. Et elle m'a dit, écoute, t'es ma grande sœur et puis t'as fait comme t'as pu. Enfin, c'était un truc comme ça, je n'ai pas texto en tête. Hein. Et elle voulait reprendre contact avec moi. Et là, franchement, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie parce que j'y croyais pas trop. C'était tellement soudain. Et donc, je l'ai revue 2 fois. Et c'était merveilleux pour moi de juste savoir qu'elle était encore en vie. Même si la testo, vous voyez qu'il y avait des effets secondaires qui étaient quand même pas bons pour elle. Au moins, elle était là. Elle voulait me voir. Et en fait, on n'en parle pas. On ne parle pas de politique. Je pense qu'elle sait pertinemment que je suis une radicale. C'est ma sœur, elle est intelligente, hein. Elle n'est pas stupide. Et on n'en parle pas. Et moi, chaque fois qu'elle se confie à moi, chaque fois qu'elle m'envoie un message, qu'elle veut faire une visio, je l'accueille vraiment comme une grande sœur aînée, en fait, du mieux que je peux. Et je suis super reconnaissante qu'elle soit à nouveau dans ma vie. Et
Est-ce que tu as reçu ou est-ce que tu as envie d'en parler des pressions de la part du milieu transactiviste, du fait d'être la sœur d'une sœur transidentifiée? Ouais, il y a un homme qui se dit lesbienne et féministe radicale sur Twitter qui est assez connu pour avoir fondé des organisations féministes, qui un jour, il a débarqué, parce que je sais plus quoi, je parlais dans une conversation Twitter, et il m'a dit comme ça, Salut Camille, il va comment ton petit frère? Alors, moi, moi, on me fait ça, je veux dire, ça faisait très... un peu comme dans les films, là où il y a un grand méchant qui veut faire du chantage à un pauvre gentil en lui disant ouais, j'ai vu tes enfants devant leur école, j'ai vu ta femme devant ton bureau, ouais, comment ils vont, enfin, vraiment la mise en pression, le fait de dire je sais quelque chose sur toi et si tu te tais pas, ça va pas bien se passer. C'était vraiment cette espèce de tactique hyper creepy, très malaisante et typique des hommes violents. C'est typique des hommes violents de faire ça. Je me suis pas laissée faire, je me suis sentie un peu en danger parce que je me suis dit, mais attends, d'où il me connaît celui-là Au début, j'ai cru que c'était une femme qui était vraiment sous emprise, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un mec qui se parlait de lui au féminin, comme si tout était normal. Enfin, vraiment, aucun scrupule, le mec. Et je me suis pas démontée, mais ouais, il a vraiment essayé de me faire taire, quoi. Mais il a enlevé certains de ses tweets depuis, je suis allée vérifier sur son mur. Il a enlevé certains de ses tweets parce que ça la foutait peut-être pas trop bien. Il y Mais a en des choses gros, qui sont oui. Il y a des choses qui sont interdites par la loi, donc peut-être qu'il est au courant. je ne sais, C'est une loi. je me souviens pas si c'était illégal, mais par exemple, je sais que ce qui est encore visible de mémoire ou pas, je sais plus. Il m'a dit ouais, mais en fait, toi, tu milites contre les droits de cette personne, de ta famille. Mais je milite pas du tout contre les droits des femmes qui se déclarent comme des hommes. Moi, j'ai juste pas envie qu'elles meurent empoisonnées à la testo et qu'elles aient leur corps mutilé parce que les mecs de ce milieu sont des gros narcissistes, en fait. Je pense que j'ai raison. Oui, bah, c'est un petit peu la problématique de beaucoup de personnes, enfin beaucoup de parents aussi, hein, de défendre leurs enfants face à une idéologie qui fait croire que c'est des mauvais parents. Et justement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà, avant que je fasse la transition? Par rapport aux menaces, à la pression que j'ai pu recevoir, Par rapport à ta sœur, sur ton témoignage? j'ai écrit un billet de blog que j'ai retravaillé spécialement pour aujourd'hui et que j'ai envoyé à l'une des panélistes. Alors, je ne sais pas si elle l'a mis sur le chat ou si elle peut le partager sur le chat. Il s'appelle 1996 parce qu'en fait, c'est l'année de naissance de ma petite sœur. Et où j'explique, en fait, c'est une sorte de témoignage de comment je l'ai vécu. Et je voulais le partager avec les femmes qui sont là aujourd'hui pour dire qu'en fait, c'est OK d'avoir mal, c'est OK de se sentir en colère. Moi, j'ai jamais été en colère contre ma sœur, pas du tout. Même si elle a certainement senti comme ça, mais en tout cas, c'était pas contre elle que j'étais en colère. Je l'ai pas toujours bien géré parce que j'étais tellement terrifiée. Moi, j'avais peur d'apprendre un jour sa mort par hasard parce que voilà, elle aurait fini empoisonnée à la testo ou ce genre de choses, quoi. Ou qu'un transactiviste lui aurait fait du mal. Donc, on a voulu me faire taire, en fait, ça marche pas. Et ce billet en est la preuve. Et on me dit qu'en fait, non, on n'a pas reçu mon fichier. D'accord, mais C'est pas grave. on va s'en occuper tout On à l'heure. En se tout cas, débrouillera. merci Camille pour ton témoignage. Merci. Et ben maintenant, on va parler justement des associations de parents, puisque face à la multiplication des demandes de transition de jeunes filles, ben, les parents s'organisent. Et on va donner la parole aux associations de parents. On va commencer par une association en France qui s'appelle Hippomonie et qui va être représentée aujourd'hui par Camille, donc que nous venons d'entendre. Est-ce que tu peux nous parler d'Hippomonie? Oui, bien sûr. Alors, Hippomonie, c'est une femme de chez VDI qui nous a donné, enfin, j'ai demandé, on cherchait des idées de titres, elle a dit, ah tiens, Hippomonie, c'est pas mal, ça signifie patience en grec. Et j'ai beaucoup aimé ce terme parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont se dire, oui, patience, c'est bien parce que les enfants, il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils soient patients. Mais je pense que c'est aussi à nous qui sommes concernés en tant que proches et familles de faire preuve de patience. Parce que
comme je disais tout à l'heure par rapport à mon témoignage, c'est vrai que quand on est en colère, parfois on peut manquer de patience. Mais en fait, tant qu'on est là pour rappeler à nos proches, peu importe comment ils s'identifient, qu'on les aime, je pense que ça ne peut que faire du bien. Et donc, Hypomonie, le titre, c'est Hypomonie pour une approche éthique des questions de genre. C'est un collectif de parents. Il y a des professionnels de la santé, des professionnels du care. Et en fait, on a un collectif. Moi, j'en ai fait partie au tout début. Là, j'ai un peu de mal à suivre maintenant, en ce moment, pardon. Mais en fait, on est très, très inquiet de l'explosion des transitions de genre, ce qu'on appelle le Rapid Onset Gender Dysphoria, ça a complètement explosé pendant le confinement, parce que comme les cours se faisaient en ligne, les transactivistes en ont profité pour pouvoir approcher des jeunes, et ça, je le dis, je l'assume totalement, que ces jeunes et ces mineurs sont poussés, entre guillemets, on va leur dire oui, on va les mettre dans ce qu'on appelle les thérapies affirmatives. Et en fait, ces thérapies affirmatives, c'est on va vous mettre sous hormones, on va vous mettre sous bloqueur de puberté, et puis après, vous pourrez faire une chirurgie. Sauf que du coup, il n'y a pas d'exploration en psychologie ou en psychotraumatologie, ce qui est super important. C'est pas normal qu'un enfant s'identifie à un autre sexe et veuille changer de sexe. Enfin, on n'est pas né dans le mauvais corps pour moi. Et notre association, notre collectif, pardon, c'est ce qu'on pense aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvais corps. Et que les enfants ou les jeunes qui sont vraiment en détresse, parce qu'on sait que c'est de la détresse, bien sûr, ils ont besoin et on a besoin d'être accompagnés, mais on privilégie toutes les explorations possibles avant d'aller vers des méthodes qui sont irréversibles. Donc, et je sais que là, par contre, j'ai transmis les contacts à Ghislaine qui a dû vous les mettre déjà dans le chat. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, si vous avez des jeunes, des filles, des garçons, mineurs ou majeurs, et que vous avez des questions, vous pouvez envoyer un email ou contacter Hypomonie. Et puis, la fondatrice d'Hypomonie, elle est vraiment géniale. Et pour ceux que ça intéresse, pour celles qui ont besoin de ça, vous trouverez des gens qui seront là pour vous et puis pour vous écouter. Merci Camille. Alors, je vais maintenant donner la parole à Isabelle. Isabelle est cofondatrice de AMQG et belle-mère d'une désisteuse. AMQG, c'est l'association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes en Suisse. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, l'AMQG s'est créée à partir d'une expérience personnelle, celle de la fille de mon compagnon, ma belle-fille, qui, à l'âge de 16 ans, c'est un schéma courant, à l'âge de 16 ans, a assez soudainement indiqué qu'elle se sentait être un garçon, après avoir dit pendant un certain temps, enfin, après avoir eu des relations avec les filles, s'être déclarée homosexuelle. Elle a aussi un profil d'enfant très sensible, très intelligente. Elle a passé des tests HP où elle était clairement au potentiel. Elle a été accompagnée dans une démarche extrêmement cohérente, concertée par les médecins, les associations LGBT, l'école, vers une transition médicale. Après 4 séances individuelles chez un psy, elle a obtenu une attestation de dysphorie de genre qui l'habilitait donc à faire pratiquer une mastectomie et à prendre de la testostérone. Et c'est là qu'on a stoppé le mouvement, le processus. On lui a suggéré, évidemment, en France, en Suisse comme en France, hein, à partir de 16 ans, s'ils veulent prendre des hormones sans le consentement des parents, les enfants peuvent le faire, les jeunes peuvent le faire. Le dialogue étant très bon avec ses parents, avec moi, Lou a entendu et puis n'est pas allée contre notre volonté, mais elle était évidemment catastrophée. De notre côté, c'était un point où on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est aperçu d'une part qu'on était très seuls à porter une voix de doute et que cette voix ne porterait pas si on n'était pas plus de parents à questionner une approche qui nous paraissait complètement déraisonnable. Par ailleurs,
dès le moment où on a dit non, on ne va pas t'accompagner dans ce processus médical, mon compagnon a été dénoncé au service de protection des mineurs. Sa fille a été mise sous curatelle par le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Donc, on entrait dans un bras de fer avec les militants et créer une association a été aussi un moyen de défense. Donc, l'AMQG s'est créé sur cette situation. C'est une situation dont c'est une situation à la fois une problématique très personnelle, très intime, et à la fois très politique, très politisée malheureusement. Et l'AMQG a donc ce double plan de travail. À la fois, on a un collectif de parents, on a des membres avec lesquels on interagit, on partage de l'expérience, on partage des informations, parce que ça, dans nos statuts, c'est le premier point, informer le public, les personnes concernées, les décideurs, les médecins, des controverses existantes, leur amener des documentations basées sur des preuves pour que le problème soit connu. Le deuxième axe de travail à part cette approche d'informer, c'est de militer, de plaider pour établir une autre approche, une approche alternative à l'approche affirmative, donc une approche diversifiée et surtout non militante de la dysphorie de genre. Donc, sur le plan intime des parents, on a des échanges donc, avec les parents, des informations, et on travaille aussi à un niveau plus, disons, politique. Et notre association, elle est composée de parents, mais elle est aussi composée de juristes, elle est composée d'enseignants, elle est composée de médecins, parce que souvent, c'est très difficile pour les parents de se mobiliser, et de témoigner à visage découvert. Alors on le dit à tous nos parents, même si ce n'est pas un visage découvert, ces témoignages que vous avez lus, Marie, par exemple, ils sont extrêmement importants parce que pour une association, je pense que c'est la même chose pour Epo & Moni, on se fonde sur le témoignage des parents et c'est à partir du moment où on en a 10, on en a 20, on en a 30 qui montrent combien il y a des schémas répétitifs qu'on peut commencer à alerter, on peut commencer à attirer l'attention des décideurs, des médecins sur une situation qui a manifestement pour origine ou en tout cas pour raison partielle une contagion sociale. Donc, mon compagnon, donc le père de Lou, qui préside l'association, lui un peu le porte-parole de nos actions à visage découvert, à la fois au plan politique, où on agit par des contacts avec des politiciens. Bon, en Suisse, on a un système de démocratie directe, donc on peut peut-être agir, enfin les politiciens sont en général plus accessibles, hein. Donc on contacte des politiciens, on fait des interpellations au niveau régional, mais aussi au niveau national. Là, on vient de contacter la Commission nationale de la santé en demandant que, à l'instar de la Suède, à l'instar de la Finlande, de la Grande-Bretagne, on mette en place un cadre qui permettent de faire respecter le principe de précaution. On a aussi lancé un appel au public, comme une pétition au respect du principe de précaution dans ce domaine, qui est signé par environ 400 personnes de tous horizons. On intervient aussi dans le domaine de l'éducation, parce que le premier pas de ces transitions, c'est à l'école qui se font ici. La Suisse, dans ce sens, est très libérale. Les directives sont établies qui permettent aux enseignants de décider que c'est très bien pour qu'un jeune soit prénommé différemment s'il le souhaite, sans que les parents soient avisés ou sans que les parents consentent à cela. Donc, on informe les écoles, on invite beaucoup les parents et moi, je le dis pour tous les parents qui sont avec nous, c'est très important que vous informiez les enseignants, que vous informiez aussi les autres parents. En fait, quand on commence à travailler sur ce sujet, ce qu'on réalise en premier lieu, c'est la malinformation, l'absence d'information ou la désinformation qui partout prévaut.
Donc, je pense que c'est le premier pas. Et les parents, mais aussi les militants, les féministes, les jeunes lesbiennes qui sont aussi touchées par ce phénomène, le premier pas, on leur dit informer. Donc, faites partie des investissez-vous dans les associations de parents d'élèves pour parler de cette problématique, et, pour informer, pour rendre attentif au fait que la transition sociale, par exemple, c'est un acte thérapeutique, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui peut engager, qui peut verrouiller l'identité d'un enfant. Et l'école porte une responsabilité énorme en faisant ça, une responsabilité qui n'est pas la sienne. On intervient aussi auprès des médias, évidemment, parce que les médias sont souvent partiels par rapport à cette question. Et quand on parle d'intervention, évidemment, il y a une intervention beaucoup plus douce, hein, d'information, comme je l'ai dit, de discussion. Mais malheureusement, il y a aussi une intervention beaucoup plus offensive qu'on doit adopter aujourd'hui, et on le fait sur différents plans. On a porté des dénonciations contre notamment ce psychiatre qui a délivré un certificat de dysphorie de genre après 4 séances. On a dénoncé auprès de l'ombudsman des médias, donc le médiateur, l'organe de surveillance des médias. On a dénoncé la télévision suisse francophone pour une émission, mais je pense qu'on va aller un peu plus haut et dénoncer l'ensemble de l'information et des émissions consacrées à cette question, qui sont tout à fait partielles, qui sont biaisées, qui sont extrêmement complaisantes. Donc voilà, on agit sur différents plans, d'une part pour informer, et d'autre part par la force ou par la persuasion, tenter de mettre en place ou de faire mettre en place un cadre non affirmatif à la question, à la problématique de la dysphorie de genre chez les jeunes. Voilà. Merci beaucoup. On va arriver à la fin du webinaire, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions dans l'application questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de terminer le webinaire en vous faisant écouter le premier épisode de l'histoire des transitions de Elena Kirchner à partir de son témoignage. Et vous pourrez écouter la suite sur la chaîne YouTube du VDI Québec. Je voulais aussi passer... donc, évidemment, vous pouvez signer notre déclaration hein, sur notre site. Si vous êtes maman d'une enfant happée par la mouvance transactiviste, parce que j'ai du mal à dire enfant trans, hein, pour moi ça n'existe pas, enfant trans, vous pouvez contacter Rebelle du genre, qui se fera un plaisir d'enregistrer votre témoignage et de le passer sur sa chaîne. Je voudrais remercier les conférencières pour leur présentation. Merci aux mamans, merci aux conférencières. La vidéo va être diffusée sur YouTube et vous recevrez un lien par mail. Et vous recevrez aussi le chat. Donc, vous pourrez diffuser le lien YouTube une fois que vous l'aurez reçu. Vous allez recevoir aussi une invitation pour notre prochain webinaire. Et évidemment, vous pouvez partager et diffuser la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Donc, merci encore. Je vous dis à dans un mois et puis on écoute le témoignage. Il va être lancé par Gisèle. Oui, il va être lancé très bientôt. Je voulais juste rajouter, le prochain webinaire sera le 8 mai au lieu du 1er mai comme convenu. Alors, vous allez recevoir une invitation, mais pour ne pas tomber la même journée que la journée du travail, je crois que vous dites en France, hein? C'est ça, la Journée internationale du travail? Oui. Il tombe le 1er mai. Alors, les travailleuses.
Bon, c'est ça. Alors, voilà. Alors, vous allez recevoir l'invitation pour le 8 mai. Maintenant, je vais vous passer la première. C'est l'histoire de Elena Kushner qui a partagé son histoire de détransition. Quelques-unes d'entre vous l'ont peut-être lu et puis le WDI Québec l'a mis sur une histoire YouTube et je vous passe le premier épisode. Les 5 autres épisodes sont disponibles en ligne. Vous allez voir le lien dans le chat. Le premier épisode dure environ 6-7 minutes. Alors le voici.
Oui, alors pour avoir d'autres témoignages de détransitionneuses, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du VDI Québec et également écouter les témoignages sur Rebelles du genre. Ce qui est intéressant d'écouter, il y a le témoignage d'Esther, parce qu'elle en parle dans le témoignage qu'on vient de voir, c'est vraiment toute la séduction qui est effectuée par le mouvement transactiviste auprès des jeunes, qui fait croire à la justice sociale. Enfin, vraiment, ils utilisent la justice sociale alors qu'ils ne sont pas du tout là-dedans. C'est vraiment un mouvement d'oppression des femmes et des filles. Et ils utilisent tout le vocabulaire utilisé par les partisanes de la justice sociale en les détournant. Et sachez aussi qu'on accueille tout à fait la parole de femmes qui ont été désisteuses, qui se sont identifiées M2F ou peu importe. On ne vous jugera pas, on ne vous dira pas « ouais, tu t'es trompé, tu as fait une erreur ». Pas du tout. Par exemple, le témoignage d'Esther, il a été très riche pour nous. Et on a fait en sorte qu'elle soit vraiment la plus à l'aise possible. Il y a le témoignage d'Emma aussi, qui est très intéressant. Et je comprends que ça puisse faire peur de témoigner, mais par exemple, s'il y a des femmes ou des jeunes femmes des trans que vous connaissez dans votre entourage, où vous êtes là aujourd'hui, on fait vraiment en sorte que vous soyez le plus confortable possible et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Puis je voulais juste dire merci à tout le monde de m'avoir reçu déjà et puis de m'avoir écouté également. Bonne soirée. En tout cas, merci à tout le monde et à dans un mois.